Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur iTélé, on ne va pas se mentir, 92e numéro, le débat d'iTélé avec le sourire et, si possible, sans langue de bois. Avant de vous présenter nos débatteurs du soir, voici le sommaire. Sommes-nous en train d'assister à une volte-face de François Hollande sur l'invention de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année? Il l'a en tout cas conditionné à la reprise et la droite compte, elle, un nouveau rétropédalage du président après ceux qu'il a effectués sur la croissance et le déficit public. L'UMP parle de lui comme d'un multirécidiviste de la gaffe. Vincent Peillon a proposé des vacances d'été plus courtes, partagées en 2 zones et provoqué une cascade de critiques politiques et syndicales. Le ministre de l'Éducation accusé d'embrouiller tout le monde finalement. Et puis on va revenir sur cette petite phrase de François Hollande samedi au Salon de l'Agriculture. Nicolas Sarkozy, tu le verras plus. Voilà ce qu'il a lancé à une petite de 6 ou 7 ans. C'était donc samedi dans les allées du Salon. Nicolas Sarkozy aurait répondu, en tout cas selon son entourage, dans les pages du Parisien. Nos débatteurs, les voici. Commençons avec Patricia Chaplotte. Bonsoir. Présidente d'Albera Conseil. À vos côtés, Géraldine Poirot-Gauvin, secrétaire nationale de l'UMP, conseillère de Paris du 15e, conseillère régionale d'Île-de-France également. En face de vous, Marie-Pierre de la Gontrie. Bonsoir. Secrétaire nationale PS aux libertés publiques et à la justice. Et à vos côtés, Arnaud Champremier de Trigano. Bonsoir et merci. Bonsoir. Vous êtes le directeur de Mediascope. À vous pour réagir, bien évidemment, tout au long de ce débat. Réagir sur Twitter, vous le voyez s'afficher en bas de votre écran. Mot-clé, mot dièse, hashtag ONVPSM, comme on ne va pas se mentir. Avant de parler de tout ce que j'ai annoncé tout à l'heure, voici d'abord ces images. Images de la vidéo première, toute première vidéo de cette famille enlevée mardi dernier dans le nord du Cameroun. 4 enfants, 3 adultes, on les a floutés, c'est un choix évidemment. 4 enfants, 3 adultes, derrière un de leurs ravisseurs masqués qui se déclare revendique de Boko Haram, une secte islamiste qui n'est pas habituée pourtant à ce genre d'enlèvement. Laurent Fabius, le chef de la diplomatie française, dénonce des images terriblement choquantes qui démontrent, a-t-il ajouté, une cruauté sans limite. Est-ce que c'est ce que vous ressentez, Marie-Pierre de la Gontrie, par exemple, quand vous voyez ces images-là? Évidemment, parce qu'on imagine la situation de ces personnes et je salue le choix de votre chaîne d'avoir flouté les images de cette famille. Donc on voit bien l'instrumentalisation, le fait de mettre ça sur YouTube, tout ça est insupportable. Donc évidemment, c'est ça qui est très violent. Et forcément, on imagine, je pense que on imagine le sort de ces personnes et puis le fait qu'on leur ait fait lire un texte de revendications, donc on les transforme en porte-parole de ce mouvement, donc pour eux-mêmes c'est absolument terrible. Et en faisant le lien pour la première fois, c'est ce qu'on a forcé le père de famille à dire, en faisant le lien pour la première fois entre cette prise d'otage et l'intervention française au Mali, Arnaud Champremier-Trigano. Oui, effectivement. C'est une première. C'est une première et c'était... il y a quand même eu un effort du gouvernement français de dissocier l'intervention au Mali des questions de djihad. Donc on venait libérer un peuple et non pas s'opposer à des radicaux religieux. Or là, on replonge à nouveau dans la problématique d'un affrontement, de la guerre de civilisation, d'un islam qui s'opposerait à l'Occident et qui serait en guerre les uns contre les autres. C'est effectivement une lecture artificielle, mais qui n'est pas étonnante de la part de ce groupe, qui est connu, non pas pour faire des enlèvements, parce que je crois que c'est le premier, mais qui est connu pour être extrêmement violent et pour terroriser toute la région. Et la vidéo montre bien que le but des terroristes, c'est de terroriser. Et donc, il y a une vraie terreur. Et le fait de la faire circuler de façon virale comme ils le font participe de ce mouvement général. Géraldine Poirot-Gauvin. Difficile de faire des commentaires, beaucoup d'émotions évidemment quand on découvre ces images, on pense à cette famille et puis à ces méthodes qui sont inacceptables. Donc il est difficile de commenter politiquement des images qui viennent de nous parvenir, mais voilà, il faut rester extrêmement vigilant et le gouvernement, le Quai d'Orsay et l'Élysée doivent être extrêmement prudents dans la communication qui sera faite ces jours-ci, puisqu'on voit que c'est une bataille finalement de communication, et ce qui est terrible. Justement, elle est verrouillée la communication depuis les couacs de communication de jeudi dernier, un ministre délégué aux anciens combattants, Patricia Chaplotte, qui vient à l'Assemblée, interrompt les débats pour annoncer une information erronée.
Oui, ça, je pense qu'effectivement, c'était une erreur et c'est un couac de plus de la part de ce gouvernement et c'est un peu gênant. Moi, je reviens sur les images, je les trouve effectivement violentes et on voit que ces gens ont mis en scène les images, le masque vert, on voit, enfin, tout est mis en scène. Les enfants au premier plan derrière le ravisseur présumé. Et je trouve ça extrêmement choquant et extrêmement violent. Effectivement, heureusement que vous floutez, mais même en floutant, on a un peu froid dans le dos quand on voit ces images parce que c'est vrai que c'est le symbole de la violence. Marie-Pierre de la Gontrie, ces ravisseurs, Boko Haram ou pas, ils sont en train d'essayer de relancer une prétendue guerre France-Islam. C'est dangereux, ça appelle, ça peut appeler, en plus via Internet, à d'autres actions de ce genre-là. Ça, je ne sais pas, je me garderais bien de ce genre de commentaires ou de pronostics. Bon, donc tout ça n'est malheureusement... depuis une semaine, nous répète à l'envi qu'il n'y a aucun rapport entre cette prise d'otage et l'intervention française au Mali. Voilà. Les ravisseurs font dire aux pères de famille qu'il y a un rapport. Et ils revendiquent surtout la libération d'un certain nombre de leurs collègues. Donc, au Nigeria et au Cameroun, oui. Voilà. Donc, je veux dire, la pression... Enfin, ça a été dit tout à l'heure, le principe même du terrorisme, c'est effectivement de mener ce genre de campagne de terreur. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre cette vidéo pour autre chose. C'est un nouveau moyen de pression qui est organisé. Voilà, on l'a vu régulièrement dans toute forme de prise d'otage. Donc c'est pas très surprenant, c'est les images qui sont particulières parce qu'effectivement tout le décorum est extrêmement guerrier et donc violent. Arnaud Champomet-Trigan. Il y a différentes façons de lire les conflits géopolitiques. Et c'est vrai que l'intervention de la France au Mali était une intervention de libération d'un pays après une attaque militaire. Pour les partisans du choc des civilisations, c'est-à-dire ceux qui voient le monde partagé d'un côté par l'islam radical et un christianisme radicalisé aussi, qui seraient en guerre intrinsèquement et qui ne pourraient pas cohabiter ensemble, pour eux, la tentation est forte et à chaque fois de donner cette lecture de chacun de leurs actes. Et donc là, on est sur une prise d'otage qui a des revendications très locales, géographiquement, et qui en même temps est habillée d'un décorum géopolitique mettant en scène un islam qui serait en guerre permanente depuis le 11 septembre avec l'Occident. Donc c'est aussi à nous, dans notre lecture de l'événement, de résister à leur façon de voir les choses. On n'est pas face à une guerre de civilisation, c'est pas l'islam contre l'Occident, c'est un groupe extrêmement marginal et radicalisé qui prend des otages, tantôt pour de l'argent, parce que c'est souvent ça la revendication, tantôt pour faire libérer des camarades. Voilà, je voulais absolument vous faire réagir à cette vidéo, même si c'est vrai qu'elle vient de tomber d'une certaine manière en fin d'après-midi. Et finalement, on doit d'abord l'encaisser pour prendre un peu de recul dessus et la commenter comme il faut. Premier gros sujet de ce débat, on ne va pas se mentir, le chômage. Le chômage et François Hollande qui, après la croissance et le déficit, est en train de revenir sur ses engagements en matière de chômage. Il la lie en tout cas maintenant à une anticipation de la reprise de la croissance. Et la croissance, elle, on le sait, n'est pas prévue pour cette année, mais pour 2014. Je vous propose d'écouter, avant d'en parler, François Hollande, il n'y a pas si longtemps, lors de ses vœux du 31 décembre dernier. Toutes nos forces seront tendues vers un seul but, inverser la courbe du chômage d'ici 1 an. Nous devrons y parvenir coûte que coûte. Voilà, et écoutez maintenant François Hollande, donc 1 mois et demi, 2 mois après. Pensez-vous revenir sur votre engagement d'inverser la courbe du chômage en France d'ici la fin de l'année ? C'est un objectif. Et j'ai demandé au gouvernement de mobiliser tous les moyens pour l'atteindre. Et moi, je ne me résigne pas. C'est vrai qu'avec une croissance faible, 0,1%, l'année 2013 sera marquée par une progression du chômage. Je ne l'ai jamais caché aux Français. Alors la droite et l'UMP en particulier s'en donnent à cœur joie aujourd'hui, parlent de renoncement douloureux, de rétropédalage. Est-ce que c'est votre avis, Patricia Chaplotte ? Oui, moi je suis assez surprise de voir un président de la République annoncer en janvier, effectivement, coûte que coûte, je vais inverser la courbe. Coûte que coûte. Coûte que coûte, hein, coûte que coûte. Je vais inverser la courbe du chômage. Et puis il est au salon de l'agriculture et là, tout d'un coup, il nous explique que finalement la crise, il la découvre
Je suis désolée pour lui. Et là, finalement, c'est pas si simple que ça. Finalement, moi, je comprends pas comment un président de la République qui a accès à autant de conseillers, à autant d'experts, à autant d'économistes, on lit tous la presse, on lit tous les journaux, et on entend tous ces experts qui nous expliquent que c'est très compliqué. Donc, comment le président de la République, c'est quand même un job sérieux, il parle à son électorat, il parle à des gens qui sont au chômage, qui sont des gens qui vivent dans la détresse. Comment on peut en un mois se tromper autant? Vous me dites que c'est pas sérieux finalement. Non, et puis je comprends pas. Et puis en termes de com, si on veut faire de la com, puisque je suis une communicante, il y a quand même des bonnes nouvelles à annoncer. Moi, je travaille avec les bouchers. Les bouchers, il est au salon de l'agriculture. Les bouchers, ils cherchent 14 000 bouchers. D'accord? Pour l'instant, ils en forment 7 000. Il y en a 14 000. Il en manque 7. Pourquoi le président de la République n'essaie pas d'annoncer quelque chose? En plus, il est au salon de l'agriculture, il n'en parle pas. La Confédération du commerce de gros annonce, ils achètent des cartes par 3, 50 000 emplois, bac+2 commerciaux. Il n'en parle pas. Alors moi, je veux bien, d'un côté, il ne sait pas faire, et de l'autre côté, il y a des bonnes nouvelles, il n'en parle pas. question d'un journaliste. Non mais je vais au-delà. Il est en train de rétropédaler. Je vais bien au-delà de la simple réponse qu'il fait là au salon de l'agriculture. Il a accès aux médias et tous ses ministres ont accès à tous les médias pour expliquer qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc d'un côté, il courbe le dos et il dit non, je vais peut-être pas y arriver, mais enfin si finalement on arrive à anticiper la crise, peut-être que ça sera moins pire. Mais finalement quand même le chômage va augmenter en 2013. Enfin, ça me paraît un peu compliqué. Je trouve que c'est un peu dommage par rapport à tous ces Français qui l'écoutent et qui souffrent. C'est vrai que ça ressemble à un renoncement, quoi qu'il en soit, et ça fait beaucoup en quelques semaines après la croissance, le déficit. Marie-Pierre de La Gontrie. Moi, honnêtement, je ne comprends pas ce procès qui lui est fait. Parce que, d'abord, c'est vrai, on pouvait le lui reprocher pendant la campagne électorale, mais il a tenu des propos qui étaient extrêmement lucides sur la situation économique et sur la situation du chômage. Lorsque, ensuite, lors de ses vœux, vous avez repassé un extrait, il n'a pas raconté des choses extrêmement enthousiasmantes. Il a annoncé que l'année 2013 serait extrêmement difficile. Il a pris des engagements. Et donc, ensuite, il a dit coûte que coûte, mais il a fait des tas de choses depuis. C'est-à-dire, il y a eu l'accord compétitivité-emploi, on en pense qu'on en veut, mais c'est une action du gouvernement. Il y a eu ensuite la mise en place des contrats aidés, les emplois d'avenir, le contrat de génération, et puis l'accord salarial qui a été signé il y a quelques semaines et qui devra être ensuite voté par le Parlement. Bref, il se passe des choses. Donc, d'abord, je pense que la droite est mal placée parce que lorsque on a 1 million de chômeurs de plus pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, on ne vient pas donner des leçons aujourd'hui sur la façon... Vous nous avez donné des leçons pendant 5 ans. Dans la façon... Madame de La Gontrie, vous avez soutenu un gouvernement qui a généré 1 million de chômeurs de plus. Et vous Donc avez je vous suggère de faire preuve d'un petit peu plus de discrétion et de modestie par rapport à cette situation. Alors, à partir de là, on a mis en place toute une série de choses qui peuvent être contestées par certains qui considèrent qu'on fait, laissez-moi terminer, la part trop belle aux entreprises, que ça ne marchera pas, que ça ne suffira pas, bref. Mais en tout cas, dire aujourd'hui, alors que François Hollande l'a toujours dit, 2013 serait extrêmement difficile, constater que la situation économique de l'ensemble de l'Europe est extrêmement dégradée et venir expliquer aujourd'hui qu'il y a un rétropédalage, excusez-moi, vous pouvez considérer comme commentateur, journaliste ou comme adversaire politique que ce n'est pas suffisant, qu'il faudrait faire autre chose. J'aimerais bien savoir quoi d'ailleurs. Oui, je vais vous le dire, moi. Ça va être formidable. Oui. On va voir, parce que vous ne l'avez pas fait pendant 5 ans. Mais aujourd'hui, je ne vois pas où est le rétropédalage. Géraldine Poirot-Gauvin. Oui, on assiste à une imposture, une arnaque. D'abord pour tous les gens de gauche qui ont voté sincèrement pour un président de la République qui devait tout arrêter. Le scandale d'un quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et puis on voit que finalement, il est confronté à la réalité du pouvoir et que finalement, ce chômage, il est très difficile de l'arrêter. Et on ne va certainement pas réussir en augmentant les dépenses publiques, ce que vous faites tous les jours, et en augmentant les impôts. Tout le monde le sait. Pour retrouver la croissance. Vous avez fait 1 million de chômeurs. Non, mais il y a eu une crise mondiale, économique mondiale. Alors, contre laquelle vous n'avez pas... Non, parce que pendant toute la campagne présidentielle, vous l'avez nié. Le candidat Hollande l'a nié. Les propositions qu'il a faites étaient complètement en décalage avec la réalité économique. Aujourd'hui, pour relancer la croissance, il faut baisser les dépenses publiques et baisser les impôts. Et vous faites exactement l'inverse. Aujourd'hui, vous réemployez des fonctionnaires alors qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires pour diminuer les dépenses publiques. Donc, ça, vous avez remarqué que les Français ne vous suivaient pas là-dessus. Vous n'êtes en même temps, si vous baissez le nombre de fonctionnaires, il y aura plus de chômeurs. Oui, en tout cas, on ne remplace pas. Ça va ralentir la consommation.
consommation. Ne remplacez pas le départ d'un fonctionnaire sur deux à la retraite. C'est pas comme ça qu'on crée de l'emploi, au contraire. Non, supprimer des emplois. Non, mais des emplois publics. Il faut relancer la compétitivité des entreprises en baissant les charges. Et vous faites l'inverse. Donc l'accord compétitivité-emploi, vous le soutenez ? Écoutez, en partie, nous allons voir ce qu'il oui. va pas donner. A priori, l'UMP le soutient. Non. Tout le monde reconnaît qu'il ne donnera même pas, il ne portera même pas ses fruits au second semestre 2013. Donc de toute façon, on est en retard. Mais c'était quand même bien de le faire. Il faut faire un accord, il faut discuter, il faut Je suis content que vous soyez d'accord, le PS et l'UMP. Arnaud Champremet-Trigano, Nathalie Kosciusko-Morizet est désolée de voir François Hollande comme un président de la République qui ne sort pas justement de son rôle de commentateur navré des mauvaises nouvelles, et elle préférait avoir quelqu'un qui fasse des propositions. Oui, elle préférerait surtout être candidate à la mairie de Paris, et donc pour gagner la primaire au sein de l'UMP, elle a besoin de mettre des tacles à François Hollande, quoi qu'il dise. Donc finalement, ces commentaires ne sont pas très pertinents en la matière. Ce qu'on constate, c'est qu'on a un président et un gouvernement qui effectivement très contraint, très coincé. C'est-à-dire que la pression du 3% de déficit, c'est-à-dire le traité Sarkozy-Merkel qui avait été signé par ces deux chefs d'État de droite et qui a été ratifié intégralement par François Hollande qui avait promis de le changer, nous met dans un cadre budgétaire qui nous oblige à la récession. Donc comment on crée de la relance, comment on crée de l'emploi? Moi je pense, en tant qu'homme de gauche et donc keynésien, qu'on la relance en injectant de l'argent, en créant l'emploi et avec une intervention publique forte, y compris dans la fonction publique, et qu'on rentre dans une sphère virtueuse qui fait que les gens retrouvant de l'emploi, même des emplois de fonctionnaires, se remettent à consommer, et que la rigueur, comme on peut le voir en Grèce, est une spirale qui entraîne les peuples vers plus de crises, toujours plus de crises. Donc c'est mon point de vue, c'est un point de vue de gauche simple. Bon, visiblement c'est pas celui du gouvernement, mais la contrainte budgétaire du 3% fait que ces marges de manœuvre sont extrêmement limitées. Et le fait que vous renvoyez la balle, le PS-UMP, sur cette question-là, finalement, comme vous êtes d'accord sur cette contrainte-là, qui est de baisser le déficit à 3%, il n'y arrive pas, hein, ni vous ni eux d'ailleurs sur cette question-là, fait que les marges de manœuvre sont limitées, quasi nulles. Moi, ce que je constate, c'est qu'on a toujours du mal à entendre le gouvernement dire comment on réduit le déficit budgétaire et comment on réduit les dépenses publiques. Ça, on a du mal. On les invite l'ensemble du gouvernement à déjeuner à Matignon. Tout le monde se fait taper sur les doigts en disant « toi, tu dois réduire ton budget, toi, tu dois enlever des choses et des machins ». Et tout le monde dit « bah oui, mais pas moi, parce que le logement, pas moi, parce que… » Mais oui. Parce que, etc. Est-ce que vous voulez supprimer quoi? Des profs, des infirmières? Qu'est-ce que vous voulez supprimer de plus? Des augmentations. Les collectivités locales, la réforme des collectivités locales, elle n'a pas été jusqu'au bout à droite. D'accord. Ça, on se l'accorde. On manque de tout dans ce pays. Dans l'éducation, dans la santé, dans les services publics, on en manque partout. Une commune, une communauté de communes, une communauté d'agglos, un conseil général, un conseil régional. Aujourd'hui, la communauté d'agglos de Lyon représente 80% du département du Rhône. Et tout ça, ça se superpose. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Bon, je suis désolée, il y a des compétences qui se chevauchent. Un chef d'entreprise qui veut s'installer dans une région, il doit aller voir l'agence de développement économique de la mairie, l'agence de développement économique. Ça coûte une fortune, Vous nous parliez de Jérôme Cahuzac, on écoute sa dernière déclaration, si vous voulez bien. À partir du moment en 2014, nous n'aurons pas, toutes choses égales par ailleurs, 6 milliards d'euros d'impôts que nous avons eus en 2013, il faudra évidemment, en 2014, obtenir cette recette, ce qui ne veut pas dire que les engagements précédents ne seraient pas pris, ce qui veut simplement dire que, à tout le moins, la stabilité fiscale impose. La stabilité fiscale impose de trouver 6 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Voilà. Où vous les trouverez, 6 milliards d'euros de recettes en 2014 ? C'est quoi? C'est une promesse de nouvelles augmentations d'impôts, Marie-Pierre de la Gontrie? Je ne sais pas, il faut le demander à Jérôme Cahuzac. Oh, c'est facile comment. Alors je vais demander on le sait très bien. La même chose à Patricia Chaplotte. En 2014, on a une hausse marginale, mais on a une hausse de TVA qui est prévue. Donc il va y avoir une recette supplémentaire que je ne sais pas chiffrer, mais qui est identifiée, qui a été annoncée déjà il y a un certain temps. Ensuite, on le sait bien, je veux dire que c'est la reprise qui fera les recettes. Et donc cette question de cercle vertueux, c'est comme ça que ça se trouve. Ce que pointe Jérôme Cahuzac, c'est le besoin de 6 milliards. Mais il n'a pas, me semble-t-il, encore dégagé les pistes pour les trouver. Patricia Chaplotte, comment dégager, selon vous, 6 milliards d'euros de recettes? Je ne sais pas, je ne suis pas compétente pour faire le calcul de savoir ce que coûte et comment on arrive à 6 milliards. Ce que je dis simplement, je reprends tout à l'heure ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, je n'entends toujours pas ce gouvernement dire il y a des restrictions budgétaires à faire, il y a des dépenses budgétaires qu'il faut stopper. Et là, on n'y arrive pas. Encore une fois, à la sortie de ce déjeuner de
de Matignon, on n'a rien entendu. On ne sait pas quel ministre va réduire son budget. Et il y a bien un moment donné où il va falloir le faire. Non. Donc, Non, pas forcément. On peut augmenter les recettes ou diminuer les dépenses. Mais on n'est pas obligé de diminuer les dépenses. On peut augmenter les recettes. Et jamais diminuer les dépenses. Parce que les dépenses, précisément, c'est les écoles, c'est la santé, en tant que chef c'est les d'entreprise, services moi, je publics. le fais tous les jours. Mais c'est votre technique de management, j'ai bien compris. Mais bon, il y a peut-être d'autres marges de manœuvre. Donnez-moi votre salaire, je vais vous trouver des marges de manœuvre, si vous voulez, sur votre entreprise tout de suite. C'est très simple. Donc vous voyez, voilà, il y a des facilités, il y a des possibilités pour trouver. Donc c'est un choix politique. Soit on diminue les recettes, c'est votre point de vue. Enfin, les dépenses, c'est votre parti pris. Moi, je considère qu'il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez d'infirmières, il n'y a pas assez de services publics. Donc, il n'y a pas de raison de diminuer. Et qu'au contraire, le service public et l'État-providence, tel qu'on a dans notre pays, c'est un amortisseur face à la crise. Et c'est ce qui fait qu'on ressent moins la crise durement. Donc, on ne va pas toucher à ça. Donc, on va toucher, effectivement, à l'augmentation des recettes. Et pour les recettes, on va aller chercher ailleurs les transactions financières, les hauts salaires, les évadés fiscaux. Il y a eu la réforme des pistes quand même là que je vous donne là. Non, il y a un détricotage. Il y a un détricotage de tout ce qui a été fait sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Mais fort heureusement, on a voté pour ça. Non, attendez, laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. En tout cas, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que pour relancer le pouvoir d'achat des ménages, il fallait créer des emplois publics. Et moi, je suis convaincue que pour relancer le pouvoir d'achat des ménages, il faut diminuer les impôts. Il faut diminuer les impôts. Les gens croulent sous les impôts, n'en peuvent plus. Donc on fait des économies sur quoi ? Vous ne motivez pas les gens. Les gens, il est presque plus facile de rester dans son fauteuil à regarder la télévision en touchant des allocations familiales aujourd'hui plutôt qu'aller bosser pour les petits salaires. Mais si, par exemple, la suppression de la défiscalisation des heures supplémentaires. Une aide parentale, une nounou à domicile perd 1 000 € par an. Et ce n'est pas des gros emplois, c'est des petits emplois. C'est toute cette mentalité que vous insufflez par des mesures qui dissuadent les gens d'aller travailler. Et vous ne motivez pas, Écoutez, il y a des chômeurs qui s'immolent. Il y a des chômeurs qui s'immolent devant Pôle emploi. Ce ne sont pas des gens qui refusent de travailler. Ils se brûlent vifs. On en est à 3 là en une semaine. Les gens ne peuvent plus les employer. Arrêtez vos préjugés sur les chômeurs qui sont contents d'être au chômage. Que vous tuez les petits emplois, vous démotivez les gens, vous encouragez le travail au noir. C'est comme ça que ça se passe. C'est la réalité des gens, de ce que vivent les gens au quotidien. Moi, je vous parle de choses quotidiennes. Pourquoi c'est pas bien ? Parce que vous ne vivez pas ça. Les chômeurs en disant que c'est vous. Vous voyez pas comment les gens vivent dans leur quotidien. Je vois bien les difficultés. Combien de fois vous avez des tas d'emplois de services à domicile, de gens qui disent je ne peux pas me permettre de travailler et d'être déclaré. C'est pas ce que vous disiez. Si, c'est ce que j'ai dit. Vous disiez qu'on préférait rester devant sa télé à toucher. Et donc ces gens-là ne sont démotivés. Ce n'est pas très bien de le dire, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils cherchent un emploi. C'est ça la situation de notre pays. Il y a des emplois à pourvoir, je reprends mes exemples de tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres. Il y a des emplois à pourvoir. Aujourd'hui, Pôle emploi a du mal à faire son job. Et pourquoi ? L'argent de la formation professionnelle. Parlez-nous de la baisse de la suppression des emplois massifs qui a été fait à Pôle emploi. Comment elle est employée, qui a supprimé les emplois à Pôle emploi ? Aujourd'hui, vous allez à Pôle emploi. Pôle emploi on laisse parler Pôle emploi qui n'a pas encore totalement terminé sa réorganisation. Vous allez à Pôle emploi aujourd'hui. C'est quand même navrant. C'est quand même triste. Mais vous on n'arrive pas à orienter. Mais il faut supprimer l'emploi public. Aujourd'hui, c'est dans les plans sociaux. Quand vous prenez un plan social d'une entreprise dans un grand groupe, vous prenez un plan social d'une entreprise dans un grand groupe. Elle va donner des primes conventionnelles, supraconventionnelles, jusqu'à 80 ou 100 000 €. Donner des formations, tout ça payé par les entreprises, et c'est très bien, c'est parfait. Mais dans les petites entreprises, les petites boîtes comme les vôtres, comme la mienne, si demain on dépose le bilan, il n'y a pas les formations professionnelles payées. Ils s'inscrivent à Pôle emploi et à Pôle emploi, il ne se passe rien. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de demain, fonctionnaires, vous allez chercher on est bien un job à d'accord. Pôle emploi, il ne se passe rien. Il n'y a pas assez de gens qui travaillent à Pôle emploi. Vous êtes pour l'augmentation des moyens de Pôle emploi, je vous remercie. Ah bah oui, ça je suis complètement d'accord avec vous. Le suivi des chômeurs, Pôle emploi public, quelle horreur. Mieux répartir l'argent de la formation professionnelle continue, mieux l'utiliser et qu'elle serve aussi aux chômeurs. Et ça, c'est aux syndicats d'aller négocier et de voir comment on peut faire. Alors, puisque vous avez réussi à tomber d'accord sur quelque chose, au moins sur ce thème-là, passons à un nouveau thème. Vincent Peillon, le ministre de l'Éducation, qui vient de comprendre qu'il ne faut pas toucher aux grandes vacances, aux vacances d'été. Il a proposé hier des vacances plus courtes, 6 semaines, partagées en 2 zones au lieu de 3, tollé aussitôt chez les syndicats, à droite aussi. 3 anciens ministres UMP lui sont tombés dessus, comme Bruno Le Maire. Écoutez Bruno Le Maire. Vincent Peillon est un récidiviste de la gaffe. Il parle trop vite et puis il sème la confusion. Enfin, moi, j'ai 4 enfants, je suis comme n'importe quelle famille. Quand j'apprends que tout d'un coup, on va modifier les vacances d'été, ce n'est pas des sujets légers. Il ne va pas effacer
ses difficultés sur les 4 jours et demi en mettant en chantier la question des semaines de vacances d'été. Finalement, on reproche à Vincent Payon d'embrouiller tout le monde avec ses idées, pistes intempestives, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois qu'il est en train de sortir son livre, donc je crois qu'il a envie qu'on achète son livre. Parce que j'ai vu une pub énorme dans Le Monde cet après-midi. Non, 0 pour Vincent Payon, parce qu'il a quand même réussi à se mettre à dos tout le corps enseignant. Et puis, pendant tout le quinquennat, on a eu droit à des leçons sur la concertation, etc. Et là, on peut dire que c'est vraiment une communication catastrophique. Surtout qu'il pourrait y avoir un certain consensus sur les mesures, sur les rythmes scolaires, notamment sur le raccourcissement des vacances scolaires. Mais simplement, il y a différents enjeux qu'il ne faut pas négliger. Et ça se prépare. Ça se prépare. Il faut penser aux professionnels du tourisme, parce que c'est quand même 6% Il a parlé de 2015. Hein. Oui, mais 6% du PIB, le secteur du tourisme. Je réponds. Oui, ça se prépare, sauf que vous l'annoncez. Cette piste pour après 2015. Oui, mais vous l'annoncez maintenant, et les gens... Vous sortez d'une réunion, je crois, avec les enseignants, et vous savez que le corps enseignant est complètement perturbé par les réformes, les déclarations qui sont complètement contradictoires des différents membres du gouvernement, et d'une réforme qui est imposée à la va-vite, comme la réforme de la semaine de 4 jours et demi, enfin de 4 jours à 4 jours et demi, qui est imposée dès la rentrée 2013. Donc il y a un problème de concertation, il y a un problème de méthode, sur des sujets qui pourraient faire consensus, c'est dommage. Et puis concernant la mesure qui a été annoncée aujourd'hui de raccourcissement des vacances scolaires, il faut penser aussi à la rémunération des profs. Préconisation, une proposition, disons. Le Premier ministre a dit que ce n'était pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Madame de la Gontrie, oui, il a recadré Vincent Payon. Il faut penser à la rémunération des professeurs. Parce qu'on passe de 140 jours d'école aujourd'hui, ce qui est le plus bas. Travailler plus pour les profs. Et, les profs vont devoir travailler plus. Donc il y a une vraie question. Il y a une vraie question sur l'augmentation. Oui, il faut penser à la rémunération des professeurs. Non, mais c'est un sujet qui est quand même extrêmement important, surtout si on ne veut pas se mettre à dos. Alors, je vous rappelle simplement que vous avez connu un ministre de l'Éducation qui s'appelait Luc Châtel, et qui avait lui aussi ouvert cette piste. C'est une piste que les syndicats d'enseignants eux-mêmes ouvrent. Oui, quand vous discutez, ce qui est notre cas en tant qu'élu depuis un serpent de mer, les vacances d'été plus courtes. Non, mais depuis toujours, très longtemps. Depuis toujours, les professeurs disent effectivement il y a un problème. Les 4 jours, ils ne sont pas hostiles au principe des 4 jours et demi. Ils contestent la méthode, le calendrier, etc., mais pas le fond. C'est très intéressant de voir ça. Et par ailleurs, ils ouvrent eux-mêmes la piste du raccourcissement des vacances. Il faut quand même savoir qu'on est le pays au monde où il y a le moins de jours scolarisés. Bref, donc encore une fois, hier, Vincent Payon, c'était une émission très longue, qui est d'ailleurs très intéressante parce qu'elle est longue, a annoncé cette énième piste dans sa refondation de l'école pour après 2015, que ça puisse jeter le trouble dans l'esprit des gens, moi je le comprends très bien. Mais pour autant, est-ce qu'il ne faut pas ouvrir ce chantier pour dans quelques années, alors même que les professeurs y sont prêts? Moi je pense quand même qu'il ne faut pas claquer la porte comme ça. Oui, je pense effectivement que vous avez raison. C'est effectivement, la semaine des 4 jours avait été très mal vécue. La semaine des 4 jours et demi, changer les rythmes scolaires. Je crois que tous les professionnels de l'éducation s'accordent à dire que c'est mieux pour les enfants. Moi je ne suis pas une spécialiste, mais je pense effectivement que c'est mieux. Ce qui est très dommage, c'est que... C'est dans la méthode que ça pêche ? C'est dans la méthode, dans la communication. On a un ministre de l'Éducation nationale qui dit « je vais faire une grande loi d'orientation sur l'éducation nationale avec plein de choses dedans, la formation des enseignants, etc. » Puis tout d'un coup, au gré des émissions de télévision, on nous annonce la réforme des rythmes scolaires, 4 jours et demi, alors que tout le monde est d'accord. Mais du coup, ça crée un couac parce que, y compris les membres de son gouvernement et son Premier ministre, ils n'ont pas l'air très au courant. Il annonce hier, effectivement, dans une émission très longue, alors peut-être qu'il n'avait pas bien maîtrisé son message, mais il annonce effectivement de réduire les vacances d'été. Pourquoi pas? Moi, j'ai rien contre. Mais on voit que M. Hérault, qui est au Salon de l'Agriculture aujourd'hui, quand on lui pose la question, il ne répond pas, il est gêné, et il dit « je suis au Salon de l'Agriculture, je parle d'agriculture ». Donc on sent, c'est ça qui me gêne, moi, plus en tant que, j'allais dire, spécialiste de la com, c'est qu'on a le sentiment, une fois de plus, que la communication n'est pas maîtrisée et qu'on a un Premier ministre qui découvre ce que disent ses ministres, notamment sur les plateaux de télévision. C'est ça qui est un peu gênant. Arnaud Champromet-Trigano, très rapidement. Oui, c'est pas tant sur le fond qu'il y a débat, puisqu'on l'a bien vu, y compris les syndicats sont prêts à ouvrir ce dossier, c'est sur la forme qu'il y a un problème. Et on a, avec Vincent Payon, un intellectuel en politique, et on avait beaucoup d'espoir, et le corps enseignant a été très content quand il est arrivé, mais de toute évidence, c'est plus un intellectuel qu'un politique, parce qu'il maîtrise mal l'impact de certains messages, surtout dans un contexte où il y a déjà une tension.
Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant après une courte pause. Une petite musique normalement, mais elle a du mal à arriver. A priori, la voilà. Merci beaucoup. On ne va pas se mentir. 92e numéro. La suite dans quelques instants. Réservez votre matériel de ski en ligne sur ski7.com. Ski7, c'est 800 magasins au pied des pistes, partout en montagne. Chez U, les prix bas n'ont rien à cacher. La preuve, avec ces lardons U bio à 1,79 €. Quand on découpe ce prix, il y a la TVA, les frais de transport et de fabrication, et 59 centimes de charges et de rémunération du magasin. Ce qui fait 63 centimes pour les éleveurs de l'association Les Porcs Bio de France. C'est ça, un prix bas qui n'a rien à cacher. U, le commerce qui profite à tous. Une vache mauve nous fait découvrir de délicieux biscuits et gâteaux moelleux au tendre chocolat au lait Milka. Plus de tendresse à partager avec les nouveaux biscuits et gâteaux moelleux Milka, élus produits de l'année. Qu'est-ce que vous faites, vous, au Crédit Agricole, de l'argent qu'on vous confie? Oui, c'est notre argent, après tout. Qu'est-ce que vous en faites de cet argent? Ah, ça, c'est une question qu'on nous pose pas souvent. Prenez des risques avec? Sur les marchés étrangers? Parce que finalement, pour vous, c'est que de l'argent, et pour nous, c'est vraiment tous nos projets. En fait, l'argent que vous nous confiez reste dans la région. Il reste vraiment ici. Je ne savais pas. Au Crédit Agricole, votre épargne sert avant tout à financer les projets de votre région. L'école de vos enfants, le logement, les entreprises locales. Ça sert à ça, une banque coopérative. Depuis 1823 en Italie, Giovanni Ferrari affine sélectionne les meilleurs fromages. Gusto intenso. Le mariage des 3 délicieux fromages râpés pour un goût inimitable. Découvrez Giovanni Ferrari, numéro 1 des recettes râpées en Italie. Chiara a tavola! E anche lui! Four à pierre de Buitoni, une pâte à pizza cuite sur pierre, croustillante, comme le veut la tradition chez nous, en Italie. A proposito di tradizione, del matrimonio che ne pensate? Four à pierre de Buitoni, au rayon surgelé. Buitoni, encore grand comme l'Italie. Nouvelle recette, four à pierre 4 fromages, encore plus de fromage. On ne va pas se mentir, 92e numéro, dernière partie, et on revient, le temps de ces quelques minutes qui nous restent, sur cette déclaration, petite phrase, blague ou dérapage, comme vous voudrez, de François Hollande samedi dans les allées du Salon de l'Agriculture. Nicolas Sarkozy. Ah bah tu ne le verras plus. Bon, mais ça fait quand même sourire autour de ce plateau. Ça fait surtout sourire à gauche, d'ailleurs. Est-ce que c'est une blague, un dérapage? Comment est-ce qu'il faut le prendre? C'est Patricia Chaplotte ou allez-y. C'est voilà, François Hollande, l'homme d'État, c'est plutôt l'homme dans tous ses états. En ce moment, c'est un dérapage, c'est une inélégance qui est dans la continuité de ce qu'on a vécu, par exemple, lors de son investiture. Le mot qui revient le plus souvent, inélégance. Inélégance. Quand il y a eu la libération de Florence Cassé, il n'a même pas rendu hommage à l'action de Nicolas Sarkozy. Voilà, je finis par me demander s'il ne vient pas le provoquer. On est à un moment où, la semaine dernière, les amis de Nicolas Sarkozy se réunissaient à Paris. On a vu qu'il y avait vraiment une flamme qui était entretenue auprès des militants de l'UMP qui, franchement et sincèrement, regrettent le départ de Nicolas Sarkozy, souhaitent son retour. Et donc, je me demande jusqu'où inconsciemment François Hollande n'est pas en train de le provoquer, parce que je pense, je ne connais pas personnellement l'ancien président de la République, mais je pense que ça doit l'agacer prodigieusement, ces petites phrases. C'est une provoque, Marie-Pierre de la Gontrie? Moi, je préfère une plaisanterie comme ça faite à une enfant de 6 ans. Enfin, il faut voir de quoi on parle quand même. Hein. Sous les caméras, devant les caméras, filmé. Ah, casse-toi pauvre con. Oui. Ah. Donc, ça, on est d'accord. Franchement, non, pas concours de petites phrases. Excusez-moi. Là, on a quelqu'un qui a une petite fille qui lui dit « Ah, j'ai pas vu Nicolas Sarkozy ». Il lui répond « Bah, tu le verras plus ». Je rappelle que le 6 mai dernier, le même Nicolas Sarkozy a dit qu'il se retirait de la vie politique, normalement. Bien. Oui. Donc, répondre ça à une petite fille de 6 ans, moi, vous n'avez pas la naïveté de penser ça me fait sourire. Et encore une fois, je préfère ça au casse-toi pauvre con du président de la République que vous avez soutenu. Oui. Écoutez la réaction de Luc Châtel sur le plateau du Grand Journal au détour d'une conversation, d'une déclaration sur Michelle Obama.
En France, on a un comique qui a fait 51% des voix. Accepter de perdre de temps en temps, voilà. Luc Châtel, de temps en temps. Simplement, mais au moins qu'ils réussissent aussi bien politique que ces petites blagues. Arnaud Champremier. Donc Luc Châtel a ri. Luc Châtel a ri, puisqu'il dit que c'est un comique. Il le qualifie de comique. Il a fait 51% des voix. Arnaud Champremier-Trigano. Moi, je suis très fan de Hollande en tant qu'humoriste. En tant qu'humoriste, sur le. Parce que politiquement, moins. Mais la blague sur le pape, là, bon, voilà, c'est effectivement c'est drôle. Il n'y a pas de conséquences. C'est gentiment placé. Vous parliez de vulgarité ou d'indécence. Non, inélégance. D'inélégance. Pas de vulgarité. Évidemment, l'inélégance, elle est du côté de Sarkozy. Casse-toi pauvre con. Ça, c'est vraiment pas élégant. Un type qui refuse de lui serrer la main. Voilà, faire une plaisanterie comme ça. Bon, on peut en débattre. Nicolas Sarkozy, en pleine conférence de presse à l'Élysée, devant les parlementaires, qualifiant Jacques Chirac de président fainéant. Ouais. Oui, en tout cas, en termes d'élégance, Nicolas il avait placé Sarkozy la barre aurait fait assez ça. haute quand même. Nicolas Sarkozy aurait fait ça, on en aurait entendu parler pendant une semaine. Mais il a fait beaucoup mieux et on en parle encore. Moi, je crois que je fais, la guerre des petites phrases, moi, ça m'énerve un peu parce que, voilà, on a autre chose à faire. Moi, je suis désolée, mais ça m'a pas choqué. Ça m'a pas choqué. J'ai trouvé ça drôle, voilà. Comme je disais tout à l'heure à mon bureau, je lui dis tout, je trouve qu'on passe beaucoup de temps dans les médias à parler de cette histoire, alors qu'on a autre chose à faire que franchement de décrypter, à mon avis, cette phrase qui lui est sortie comme il sait faire des phrases un peu drôles. Bon, elle tombe un peu à plat, etc. Mais voilà. Plutôt une petite respiration. Si si les vous journalistes voulez, continuent là-dessus, on va nous expliquer que cette petite fille est la nièce de Brice Hortefeux, qui a téléphoné à Nicolas Sarkozy, qui l'a mis exprès ici et que tout a été organisé. Vous voyez, il y a un moment donné, on est dans le délire total. Et moi, je pense qu'il faut la prendre pour ce qu'elle est. Peut-être que Matignon aurait dû préparer l'Élysée aurait dû préparer des éléments de langage et se préparer à cette question. On va voir la réponse supposée, réaction supposée de Nicolas Sarkozy à cette petite phrase de François Hollande. C'est sorti dans Le Parisien, c'est son entourage qui est cité. C'était donc tout petit de la part de François Hollande de dire tu le verras plus Nicolas Sarkozy. Si j'avais fait ça à l'époque, ça aurait fait un buzz. Vous avez complètement raison. Comme vous dites, on n'est pas sûr que ce soit une phrase de Nicolas Sarkozy, c'est une phrase de l'entourage. Donc une fois de plus, on est en train de faire des suppositions. Non, mais ce dont on est sûr, c'est qu'il en a sorti une bien meilleure il y a quelques années et qu'on en parle encore aujourd'hui avec le Casse-toi pauvre con. Il a quand même marqué le salon de l'agriculture durablement. Hollande avait dit à certains journalistes que Nicolas Sarkozy était un sale con, je crois, un sale mec. Il nous reste 2 minutes. Bon, est-ce que vous avez tous planché sur un coup de cœur, un coup de gueule Marie-Pierre de la Gontrie, pour commencer. Sur quelque chose qui m'a choqué, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, n'a pas exclu de quitter la mairie de Paris, où elle serait, par hypothèse, évidemment, et candidate puis élue, parce qu'autrement ça ne marche pas, pour être candidate à l'Élysée. Ah oui, alors... Et ça m'a beaucoup choqué. On n'est pas là pour débattre. Non, mais je remercie Marie-Pierre de la Gontrie de parler de ça, parce que moi, c'est mon coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est Pierre-Yves Bournazel, qui est candidat à la primaire pour la mairie de Paris. Normalement, c'est pas le coup de cœur. Non, on a droit à un coup de cœur, coup de gueule. Pierre-Yves Bournazel, qui est un candidat sincère, authentique, de proximité, qui a fait des propositions ce matin sur les transports en Ile-de-France, très intéressant pour la mobilité. Et moi, je pense que lui, il sera maire de Paris. Il faut le suivre, ce garçon-là, parce qu'il a beaucoup de talent. Il a 2 doigts d'avoir un coup de cœur sur les primaires UMP à Paris. Ah, vous allez voir. Ça avance bien. Alors moi je suis entre les deux, c'est coup de cœur et coup de gueule. Coup de gueule parce que j'en ai marre qu'on parle de Beckham et de la Beckham mania encore hier. Il était assis sur le banc, il s'est levé, il a joué 15 minutes. Beckham monte dans sa voiture, Beckham met son bonnet. Beckham... Ce n'est qu'un début. Voilà, et pour beaucoup c'est un coup de cœur. Finalement il est beau et que voilà, maintenant on attend Beckham. Et finalement vous comprenez pourquoi on ne parle que de Beckham. Voilà. Puisqu'il est beau. Et puisqu'il est beau. Je suis élu de Paris, je dirais pas que je comprends, mais... Arnaud Champremier-Trigano. Un coup de cœur pour un jeune journaliste, Guillaume Tatu, qui a lancé un site qui s'appelle interviewerleprésident.fr, qui commence à faire pas mal de bruit. C'était le président des jeunes, qui disait je vais être le président des jeunes, cette relation particulière. Il l'a pris au mot et il a monté ce site interviewerleprésident.fr pour que les jeunes envoient des questions et que finalement le président se confronte aux questions des jeunes. Je trouve que c'est une initiative intéressante qui commence à bien prendre et j'en suis ravi pour lui et pour cette idée. J'ai liké d'ailleurs sa page, hier. Alors c'est transversal en plus. Et là, liké. Le coup de cœur, le coup de gueule devient page de pub. Merci à vous 4 d'être venus participer à ce 92e numéro d'On ne va pas se mentir. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans quelques minutes, un nouveau JT, la grande édition bien évidemment, ce soir avec Maya Loquet et Guillaume Auda. Très belle soirée sur ITélé.